C'est bon? Bon, je voudrais d'abord remercier les camarades de la section du 18e pour organiser ce temps d'échange autour du Kenya. Un temps d'échange qui est important pour deux raisons, enfin pour plein de raisons d'ailleurs, mais pour deux raisons principales, parce que c'est vrai que c'est un pays qu'on connaît peu, nous Français. On a tendance à avoir des relations plus ou moins saines, plutôt malsaines avec l'Afrique de l'Ouest, mais le Kenya c'est un pays qu'on connaît peu, qui est difficilement accessible, les billets coûtent cher, et nous Français ce qu'on en connaît c'est éventuellement les safaris, comme je disais, les girafes et compagnie, mais on ne sait pas forcément ce qui s'y passe. Le deuxième point, c'est que c'est un pays qui est actuellement en lutte et qui a une tradition de lutte qui n'est pas très connue en fait. Donc je vais essayer de vous en parler là. Et c'est une des caractéristiques importantes. Moi, quand je suis arrivé au Kenya, j'ai pris un taxi en sortant de l'aéroport, et le chauffeur de taxi, c'était un gars qui était dans les luttes contre le gouvernement actuel. Il m'a fait un tour de Nairobi, comme ça, des lieux emblématiques de la... Donc il m'a montré le Sénat, le Parlement, etc. Et il m'a dit, nous les Kenyans, on est comme vous les Français, tous les week-ends on manifeste. Donc c'est vraiment quelque chose qui est constitutif. Et ce qui est intéressant, c'est que les camarades du Parti communiste du Kenya, avec lesquels j'ai passé 5 semaines, ils sont dans une lutte existentielle. C'est-à-dire que ce sont des camarades qui meurent, qui sont assassinés. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'ils sont dans une lutte existentielle pour conquérir des droits. Et nous, en France et en Europe, on est dans une lutte plutôt de défense pour défendre des conquis que nos ancêtres ont conquéris au péril de leur vie, quoi. Et donc il y a aussi ce contact avec des camarades qui sont dans une lutte existentielle et qui la mènent au péril de leur vie. Donc c'était très intéressant. Pour un petit point de contexte, comment je suis arrivé au Kenya, j'étais au Liban. Il y avait un billet d'avion pas cher pour l'Éthiopie et ensuite pour le Kenya. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et j'ai mon camarade ici, Christophe, qui m'a dit, tant que tu es au Kenya, prends contact avec le Parti communiste kényan et vois ce qui se passe. Et en fait, j'ai passé 5 semaines à leur côté, à militer avec eux, à participer aux réunions, à les voir se faire arrêter, à aller les soutenir au tribunal. On a même été en boîte de nuit ensemble, donc tout ça pour dire que bon, on a tissé des liens, quoi. Je vais vous faire D'abord, je vous propose de faire une petite introduction sur le Kenya, sa géographie, son histoire précoloniale, coloniale, et ensuite sur l'actualité brûlante. Alors d'abord, comment ça marche ça? Attendez. Il faut que je fasse ça lire. Un petit point sur la démographie du Kenya. C'est un pays de 54 millions d'habitants et 75% ont moins de 35 ans. Ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante parce que les jeunes qu'on va retrouver dans la rue, c'est des jeunes qui font partie de ce qu'on appelle la génération Z. La génération Z, c'est les jeunes qui sont nés entre 97 et 2012. C'est un facteur qui est extrêmement important, avec une croissance démographique forte de 2,5% par an. Ici, vous avez une carte agroclimatique du climat. C'est une donnée qui est extrêmement importante parce que là, en vert, vous avez, sur la vallée centrale du Rift et sur les hauts plateaux, vous avez les terres parmi les plus fertiles du monde. Et pendant que vous avez les terres les plus fertiles du monde qui se trouvent au Kenya, sur environ 25% de son territoire, il y a 30% de la population kenyane qui vit en insécurité alimentaire, avec 4,4 millions de Kenyans qui sont dans une urgence alimentaire. Et là, on arrive rapidement dans le vif du sujet, et c'est ça dont je veux vous parler. C'est que depuis l'arrivée des Britanniques, le Kenya a été colonisé par les Britanniques, comme je vais vous le montrer. En fait, le Kenya a été pensé pour servir les intérêts d'abord du capitalisme colonial et ensuite les intérêts du capitalisme financier, sans véritablement de rupture en réalité. Alors, ok. Pour vous dire aussi que sur cette slide, oui, on en parlera plus tard, mais toutes ces régions fertiles, en réalité, dans toutes ces zones vertes, avant l'arrivée des Britanniques,
C'était des zones qui étaient principalement cultivées par les populations locales. C'est des cultures de subsistance. C'était de la polyculture d'ailleurs. Et les colons ont introduit le thé et le café pour faire de la monoculture de rente. Et ce modèle économique qui a été introduit par les colons britanniques, c'est-à-dire la monoculture de rente, le thé, le café et une main-d'œuvre bon marché, c'est le modèle, c'est la structure économique qui perdure aujourd'hui au Kenya. Un point important, c'est la distribution des groupes ethniques au Kenya. Il y a 40 ethnies différentes au Kenya, avec 40 langues différentes, qui font partie de trois grandes familles de langues, avec des niveaux d'intercompréhension très faibles au final. Et la répartition géographique que vous voyez là, qui est la répartition géographique actuelle des différentes tribus au Kenya, c'est une répartition géographique qui n'a pas véritablement bougé depuis l'ère coloniale. Parce que à la fois les colons et à la fois les différents présidents, les différents partis politiques qui ont accédé au pouvoir vont mettre en place ce qu'on appelle une politique de tribalisation. C'est-à-dire que durant la colonisation, les colons vont créer des réserves de tribus. Ils vont affecter certaines ressources à certaines tribus, ils vont donner certains droits à d'autres tribus, etc. Ce qui va empêcher l'émergence d'une conscience nationale. Et ensuite, la tribalisation va empêcher l'émergence et empêche également l'émergence, bien qu'il y ait des digues qui sont en train d'être sautées, d'une conscience de classe. Et c'est un enjeu auquel est confronté le Parti communiste du Kenya, c'est cette tribalisation. Et on va voir à la fin, je vais vous montrer un discours du secrétaire général du Parti communiste kényan dans une assemblée du peuple qui dit que un Kikuyu pauvre, il a beaucoup plus en commun qu'avec un Luo pauvre qu'avec un Kikuyu riche. Voilà. Donc ça, c'est un des enjeux auxquels ils sont confrontés. Alors vous avez 43 langues différentes et pourtant il n'y en a aucune qui est reconnue officiellement par le Kenya. Il y a 2 langues qui sont reconnues par le Kenya. Il y a l'anglais et il y a le swahili. Et l'histoire du swahili, dont vous voyez l'ère de diffusion ici, est assez intéressante parce qu'en fait le swahili s'est développé au 8e siècle au Kenya par le contact des Arabes, des Perses et des Indiens qui sont venus sur la côte de l'Afrique de l'Est et des populations bantoues qui s'étaient sédentarisées. Et en fait, c'est le contact de ces différentes populations qui va créer la culture swahili et la langue swahili qui va ensuite se diffuser le long des routes commerciales qui vont être créées à l'intérieur des terres jusqu'au Congo. Et à cette époque, à partir du 8e siècle, il y a des cités marchandes extrêmement puissantes qui vont se créer. La cité de Mombasa, bon là il n'y a pas marqué, la cité de Mombasa qui est la 2e plus grande ville du Kenya, qui va se créer et dans lequel va vivre une élite marchande cosmopolite, faite de populations bantoues, d'Arabes, de Perses et d'Indiens. Et donc ils vont introduire de manière graduelle, progressive, jusqu'à atteindre son apogée au XVe siècle, un capitalisme marchand, où à l'intérieur des terres, des produits qui n'avaient aucune valeur d'échange, qui avaient des valeurs symboliques comme l'or et l'ivoire, vont acquérir une valeur marchande importante. Donc ça va aussi structurer, à partir du 8e siècle, l'organisation économique de ces sociétés et surtout, fait majeur, la marchandisation des êtres humains, avec ce qu'on appelle la traite orientale. Et la marchandisation des êtres humains aura une conséquence importante, c'est la militarisation des sociétés, des peuples, qui est archéologiquement documentée. C'est-à-dire que les captifs de guerre, quand il y avait des guerres intertribales, les captifs étaient ensuite envoyés dans les cités-États et sur les marchés des esclaves de Bagdad, du Caire, de Mascate. Et donc, faire la guerre, ça permettait de rapporter de l'argent aussi en vendant les captifs de guerre. Il y a, d'ailleurs c'est intéressant de voir que le Kenya, les populations à l'intérieur des terres fournissaient de l'or et de l'ivoire, qui étaient très recherchés. En échange, ils recevaient, en tout cas l'élite marchande côtière recevait des textiles, des épices et des armes à l'époque. Ensuite, l'Afrique de l'Est va développer sa propre industrie métallurgique, mais à partir dès le 8e siècle, ils recevaient des armes. Donc le commerce d'armes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, quoi, loin de là. Voilà, vous avez, ça c'est une carte de la traite
des différentes traites atlantiques et orientales. Donc pour faire vite, hein, c'est vraiment un résumé, pour faire vite, quand les colons britanniques sont arrivés vers le milieu du 19e siècle, ils ne sont pas arrivés sur un territoire complètement vierge, quoi. Ils sont arrivés sur un territoire avec des cités-États extrêmement puissantes. À l'époque, toute la côte est africaine, au milieu du 19e siècle, était contrôlée par le sultan d'Oman. Et ils sont arrivés sur un territoire qui s'était structuré autour de relations marchandes, économiques, diplomatiques, militaires extrêmement complexes. Ici, vous voyez une carte après la conférence de Berlin, donc l'Afrique avant la conférence de Berlin, l'Afrique après la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'est quand les grandes puissances impériales se sont mis d'accord pour se répartir l'Afrique. Et donc, quand les Britanniques vont arriver, vont d'abord instaurer un protectorat, puis ensuite vont déclarer le Kenya la colonie britannique. Ils vont tout de suite voir qu'il y avait des terres. Ils l'avaient déjà vu avant, mais ce qui les intéressait, c'était les terres fertiles de la vallée du Rift, au centre du Kenya. Et donc, ils vont tout simplement s'accaparer ces terres. Alors avec ce qu'on appelle le Crown Lands Ordinance de 1902, où toutes les terres sans titre écrits appartiennent à la couronne britannique. Donc en gros la majorité. Donc ils s'accaparent de ces terres. Et ces terres-là, ça va être important, alors je ne sais pas si je peux voir, si on peut mettre ça. Alors attendez. Toutes ces terres étaient des terres sur lesquelles se trouvaient des populations Kikuyu. Et les Kikuyu vont jouer un rôle extrêmement important. Les Kikuyu, c'est des peuples bantous qui sont arrivés à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ et qui ont développé tout un système de croyances, de culture autour de l'agriculture en fait. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement important pour eux. Les Anglais arrivent, exproprient les terres, se les accaparent. Ils vont placer les différentes tribus dans des réserves et ils vont créer un système qu'on appelle le système de Kipandé avec un laissez-passer pour contrôler les mouvements des travailleurs africains. Et là, il va se passer quelque chose de très important. Non seulement en l'espace de quelques années, ils vont complètement structurer l'économie politique kenyane, l'économie du Kenya, la structure économique du Kenya qui va perdurer jusqu'à ce jour, parce que le Kenya est aujourd'hui complètement dépendante de la monoculture, de rente, et ils vont introduire le salariat au Kenya. Ce sont les Britanniques qui ont mis fin à l'esclavage, parce que dans cette période de révolution industrielle, un esclave coûtait beaucoup plus cher, ils estimaient qu'un esclave coûtait beaucoup plus cher qu'un salarié à la tâche. Parce que l'esclave, il fallait le nourrir, le loger, même quand il ne bossait pas, il fallait le loger, etc. Un salarié à la tâche, il venait, on le payait, il repartait, ça coûtait moins cher. Donc ils vont en fait faire, en l'espace de quelques mois, ce qu'ils ont fait sur des siècles en Angleterre. Quand en Angleterre, comment ça s'appelait ce système j'ai un trou. Les enclosures. Des enclosures, exactement. Avec le système des enclosures, où ils vont forcer le travail salarié, au final, en s'accaparant la terre des producteurs. Et donc, ils vont mettre en place la monoculture de rente sur un territoire qui était autrefois destiné à la polyculture vivrière. Ils vont introduire le thé et le café, qui n'étaient ni produits ni consommés à l'époque par les populations locales. Et le sisal, je ne sais pas si le sisal, c'est une plante. Quand vous avez un chat et que vous voulez qu'il fasse ses griffes sur un truc, et ben, généralement c'est en sisal. À l'époque, c'est très utilisé par les agriculteurs européens. Notamment, ils créent des ficelles extrêmement solides avec ça. C'est un matériau qui est très résistant. Donc, il va se former un système extrêmement violent au final d'accumulation, on pourrait dire d'accumulation primitive en fait,
où il y a une énorme quantité de capital qui va être récoltée extrêmement rapidement. Alors je regarde l'heure parce que je veux pas être trop long sur l'introduction, mais bon, c'est des choses qui sont importantes. Et face à ça, en 1950, il va y avoir une révolte extrêmement importante, la révolte des Mau Mau, principalement menée par les populations Kikuyu. Et la révolte des Mau Mau, j'ai les chiffres ici, va être réprimée d'une manière extrêmement brutale, avec un état d'urgence qui sera décrété en 1952, le déploiement de plus de 50 000 soldats britanniques, et ils vont créer des camps de détention dans lesquels vont être placés 1,5 million de Kikuyu principalement. Et les revendications des Mau Mau, c'était la restauration des droits fonciers, c'était l'obtention de l'indépendance, donc il y avait aussi une revendication politique, et c'était le renversement des structures coloniales. C'était autour de ces trois revendications que va se structurer le mouvement des Mau Mau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là, il sera réprimé, et les Britanniques, ils vont se dire, putain, ça coûte peut-être un peu cher, mais c'est peut-être un peu risqué d'avoir une colonie qu'on doit administrer, même si c'était administré indirectement, c'est-à-dire que l'administration était déléguée en fait à des chefs de tribus. Ça va créer une certaine élite, on va voir que ça va être important. Ils se sont dit, bon, c'est pas très rentable cette histoire, donc le mieux, c'est qu'on s'en débarrasse complètement, mais qu'on garde les privilèges économiques. Donc l'indépendance du Kenya a été acquise en 1963, mais de 1960 à 1962, il va y avoir un cycle de conférences, pas de conférences, mais un cycle de consultation qui va aboutir à un accord qui s'appelle l'accord de Lancaster. Et l'accord de Lancaster, c'est le retrait de l'administration britannique, mais les colons conservent les terres. Donc ce qui veut dire que les colons vont conserver les terres, et l'État kényan va devoir racheter ces terres plus tard à prix fort, ou alors des multinationales vont les racheter. On va voir qu'actuellement il y a environ 2-3 multinationales qui se partagent l'ensemble des terres au Kenya. Et bien évidemment, en 1963, quand l'indépendance est décrétée, la conditionnalité des aides internationales était sur le respect, en fait les aides internationales étaient conditionnalisées sur le respect des titres de propriété. Ici vous avez, il est un peu distordu, vous avez Jomo Kenyatta, qui a été le Premier ministre pendant un an du Kenya, parce que pendant un an le Kenya était dans le Commonwealth, et donc était pas sous protectorat, mais peut-être oui sous protectorat britannique, et ensuite il va devenir président avec une constitution. Et Jomo Kenyatta, il a une histoire un peu, on va dire, il est idéologiquement un peu fluctuant. Il a fait des études à Oxford, il a fait des études aussi en URSS. Et il fait partie de cette élite, locale kenyane qui a été éduquée à l'étranger. Il était considéré comme l'ambassadeur des Kenyans pendant la colonisation britannique en Angleterre. Et Jomo Kenyatta, il va avoir une politique qui va vaguement s'inspirer d'un socialisme africain qui était mis en place dans d'autres pays en Afrique à cette période, mais on va dire qu'il va surtout garder les structures économiques qui ont été mises en place durant la colonisation. Il va instaurer le parti unique aussi. Et après lui est arrivé Daniel Moi, qui a été un président, on va dire, ça a été le président Daniel Moi qui a
exercer une répression terrible sur les mouvements sociaux, notamment le Parti communiste à l'époque, qui a commencé à émerger dans les années 70-80, qui ont dû s'exiler, beaucoup sont morts emprisonnés. Ce qui est intéressant, c'est que le Parti communiste, j'en parlerai après, à cette période, sous la présidence de Daniel Moïse, s'est exilé en Suède. J'ai oublié le nom. Il y a un petit village en Suède, pas un petit village, c'est une petite ville, et les camarades du PCK disent, tu vas là-bas, bah, tu trouves plein de Kenyans communistes. Voilà. Et donc si on a des problèmes, voilà, aussi c'est une source d'appoint matériel, ils peuvent donner des financements et tout. Donc je vais essayer de retrouver le nom de cette ville, si jamais vous allez en Suède. Et Daniel Arap Moi va être un président extrêmement corrompu. La corruption au Kenya va être terrible, va notamment être une des causes de ce cycle infernal de la dette, comme on verra plus tard, avec notamment, je pourrais vous en parler, le scandale Goldenberg, qui dans les années 1990, sous la présidence Moi, a fait perdre à l'État kényan 10% de son PIB, 600 millions d'euros. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc on va dire que c'est Daniel Arap Moi et Jomo Kenyatta. Surtout Jomo Kenyatta, il a une politique sociale d'inspiration keynésienne, il va essayer de nationaliser des entreprises, ça ne va pas tout à fait marcher. Il va essayer également de redistribuer les terres, ça ne va pas tout à fait marcher parce qu'il va les redistribuer en fait à son entourage. Il y a un événement extrêmement important dans l'histoire du Kenya, et je pense dans l'histoire de d'autres pays africains, c'est le choc pétrolier de 1973. Le choc pétrolier de 1973, donc à l'issue de la guerre du Kippour, les pays exportateurs de pétrole vont réduire leur exportation de pétrole et le prix du baril va quadrupler. Ça va avoir des répercussions terribles sur le Kenya notamment, qui est un pays qui est extrêmement dépendant du pétrole. Et il va y avoir une récession, ce qui fait que la monoculture de rente du Kenya, le thé, le café, le sisal, les exportations vont diminuer. Et pour maintenir leur niveau d'importation, et pour maintenir, on va dire, cet état naissant, ils ont dû recourir à la dette. Et ça tombe bien parce que c'est là où le FMI est arrivé, à la fin des années 1970. Et le FMI est arrivé en disant, bah, ça tombe bien, parce que avec la crise du pétrodollar de 1973, les banques ont reçu un flot de cash considérable. Et donc, on peut le réinvestir. Le Kenya, mais d'autres pays africains, le Kenya et le Sénégal étaient les premiers pays qui ont subi ces programmes d'ajustement structurel dont je vais vous parler maintenant, qui va avoir un impact considérable et qui va transformer le Kenya, qui va finir de transformer le Kenya pour répondre cette fois-ci aux intérêts d'un impérialisme financier et d'un capitalisme financiarisé et globalisé. Alors les programmes d'ajustement structurel, il suffit d'aller sur le site du FMI, parce que le FMI, ils sont assez clairs là-dessus, hein, je veux dire, ils n'ont pas trop de langue de bois. C'est l'avantage pour lire ce que sont les programmes d'ajustement structurel. Donc politique d'ajustement accompagnée de réformes structurelles visant à améliorer durablement la position des paiements extérieurs d'un pays et à accroître les capacités de l'économie sur le plan de l'offre en éliminant les rigidités et les déséquilibres structurels. Ces réformes peuvent prévoir la libéralisation du régime de commerce, de l'investissement et une politique agricole protectionniste et la suppression du contrôle des changes et des prix et comprendre une réforme de fiscalité. Donc ça, c'est sur le site du FMI que j'ai trouvé ça. Donc en fait, les programmes d'ajustement structurel, c'est le FMI, mais en partenariat aussi avec des clubs d'investisseurs, le Club de Paris par exemple, qui regroupe des créanciers, à la fois des États et à la fois des créanciers privés, en lien avec la Banque mondiale, va conditionnaliser ses prêts, en disant on veut bien vous prêter de l'argent, mais en échange, il va falloir faire tout un tas de trucs, notamment la libéralisation commerciale, donc la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires. Il va y avoir une vague de privatisation, donc cet État kényan
va être complètement déstructuré avec le transfert des actifs de l'État au secteur privé, dévaluation monétaire et avec et inflation, ça va être une des conséquences, et une réduction drastique, je dis bien drastique, des dépenses publiques. Donc si le Kenya voulait emprunter, il fallait que ces différentes conditions soient réunies. Et donc en très peu de temps, à la fin des années 1970, au début des années 80, le Kenya va considérablement réduire ses dépenses publiques, ce qui va avoir des impacts considérables, donc diminution de 30% du budget de la santé entre 1980 et 1990, diminution de 40% du budget de l'éducation entre 1980 et 1990, et ça aura des conséquences nombreuses, fermeture des industries et chômage de masse, dégradation de la santé publique, avec un accès limité aux soins et notamment la réduction du personnel médical, parce que la santé va être entièrement privatisée, l'éducation va être entièrement privatisée, une insécurité alimentaire et malnutrition, parce qu'il va y avoir une forte diminution de subventions au niveau du secteur agricole, et une des conséquences, c'est la baisse du taux de scolarisation. Et dans certaines régions, notamment des régions rurales, l'UNESCO a documenté très bien qu'il y avait une chute de 90 à 65% du taux de scolarisation, parce que une des politiques de Jomo Kenyatta a été de rendre l'éducation accessible à tous. Et notamment avec l'introduction des programmes d'ajustement structurel, l'État va privatiser une grande partie du secteur éducatif et va mettre en place des frais de scolarisation dans les écoles privées qui ont rendu difficile l'accès aux écoles pour tout un tas de populations, notamment les populations hors des zones urbaines. Alors... Et au niveau de la dette extérieure, parce qu'en plus, il y a une petite faute de mon DS, il y en a un en trop, la dette extérieure va exploser. C'est ça la situation paradoxale, parce que le FMI justement mettait en place ces programmes d'ajustement structurel pour essayer de canaliser la dette kenyane, mais au final, la dette kenyane va exploser. Et on sait très bien maintenant, parce qu'il y a des livres d'insiders qui sont parus, des gens qui travaillaient au sein des institutions internationales à cette époque. L'un des plus connus, c'est le livre de Joseph Stiglitz, La Grande Désillusion, prix Nobel d'économie, qui a été économiste en chef au FMI à cette époque, et qui explique que ces politiques d'ajustement structurel étaient parfaitement voulues. Parce qu'au final, à l'heure actuelle, le Kenya, qui est empêtré dans sa dette, comme on le verra ici, là vous avez la dette extérieure du Kenya, là vous avez l'explosion de la dette extérieure, et voilà. Et ça c'est le ratio dette PIB. Et au final, il explique très bien que l'intérêt des puissances impérialistes, ce n'est pas que le Kenya investisse dans l'éducation, dans la santé, etc. L'intérêt des puissances impérialistes, c'est de faire du Kenya, en fait, une source de revenus passifs. À l'heure actuelle, il y a la moitié des recettes fiscales du Kenya qui sont allouées à la dette, au service de la dette. Ce qui fait que le Kenya ne peut pas investir dans la santé, ne peut pas investir dans l'éducation, ne peut pas investir dans la recherche, et ce sont des capitaux étrangers qui viennent s'accaparer de ces secteurs clés pour un État. Le fardeau de la dette va aussi être grandement accentué par tout un tas de projets, tout un tas de scandales de corruption. Et je voudrais vous en parler d'un, parce que les Français sont concernés.
parce qu'il n'y a pas que les Anglais et les Britanniques qui ont pillé ce pays, il y a aussi les Français. Ça, c'est le barrage de Tourcoing. En 1990, il a été construit par une société française qui existe toujours, c'est la troisième dans le BTP, ça s'appelle SPI Batignolles. Et ils ont construit ce barrage sans appel d'offres, donc il n'y a pas eu d'appel d'offres, ils l'ont construit sur une zone sismique. Et le projet qui initialement devait coûter 250 millions de dollars en a coûté le double. Et alors que le projet initialement devait produire 160 mégawatts, n'en a produit au final que 85 mégawatts. C'est l'un des nombreux projets, alors les Africains, pas qu'au Kenya, ils appellent ça les éléphants blancs. C'est tous ces projets qui sont encore aujourd'hui mis en place, bâtis par des entreprises occidentales qui ne servent à rien et qui coûtent énormément d'argent. Il y a aussi d'autres scandales. Je vais vous parler du scandale Goldenberg parce que c'est un scandale qui est important. En 1990, le président Moi essayait d'encourager les exportations. Et donc, il donnait une prime de 35% du montant exporté à l'entreprise exportatrice. Et il y a une entreprise, donc l'entreprise Goldenberg, qui exportait du pétrole, mais il n'y a pas beaucoup de pétrole au Kenya. Et en fait, il va faire des fausses déclarations d'exportation, d'or, pardon, pas d'or, d'or. Pas de pétrole, mais d'or. Et il y a peu d'or, il y a des réserves d'or, mais ce n'est pas des réserves considérables. Et donc, soit il va importer de l'or de l'extérieur pour ensuite l'exporter du Kenya, soit il va faire des faux documents, ce qui fait qu'il va réussir à détourner 600 millions de dollars, à 10% du PIB en 1990, avec on va dire, la complicité des autorités, parce que maintenant il est de notoriété publique que le président Moi s'est mis un peu d'argent dans les coups. Voilà, donc tout un tas de projets, de la corruption, et forcément, en 2022, avec le Covid, le Kenya s'est rendu compte qu'un système de santé publique, quand même, c'est vachement utile. Parce qu'un système de santé privé ne va pas investir, notamment dans les lits de soins intensifs qui coûtent extrêmement cher. Donc ils avaient extrêmement peu de lits de soins intensifs. Donc ils vont aller sur les marchés financiers et ils vont emprunter en urgence 2 milliards de dollars d'eurobonds pour pallier à cette crise. Ce qui va en 2019-2020, ça correspond à cette montée. Et bon, déjà suffocant sous le poids de sa dette, il s'est retrouvé en défaut et le FMI est arrivé et a dit bon bah écoutez, vous êtes en défaut, vous allez augmenter vos taxes. Vous allez augmenter vos taxes sur les produits de première nécessité, vous allez augmenter vos taxes sur le carburant, vous allez augmenter vos taxes sur les serviettes hygiéniques, ce qui va vous permettre d'assainir vos économies pour servir la dette. Et ça, c'était le projet de loi de finances 2024 de William Ruto qui a déclenché cette vague de manifestations dans les rues du Kenya. Ici, vous avez quelques photos, et notamment cette photo d'un manifestant qui tient une affiche qui montre un peu toutes les taxes qu'il y avait. Donc, ils ont instauré des taxes sur le pain, des taxes sur les traitements anticancéreux, sur l'huile, sur les couches, sur M-Pesa. M-Pesa, c'est ce qui sert à transférer de l'argent au Kenya, et sur les pads, donc les serviettes hygiéniques. Ce qui est important dans ce mouvement de manifestation, qui était principalement mené par les jeunes, parce que maintenant, on va dire que le président ayant retiré ce projet de loi de finances, les manifestations se sont taries, c'est la question nationale. Là, vous voyez que le symbole des manifestations, c'est le drapeau kényan.
Et cette question nationale, elle est extrêmement importante. Parce que c'est la question nationale qui permet aussi, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue concret, la mise en place d'une solidarité concrète entre les différentes ethnies. Un des grands problèmes auxquels est confronté le Kenya à l'heure actuelle, c'est le recouvrement d'impôts. C'est 80% des travailleurs travaillent dans le secteur informel. Donc la question nationale qui fait qu'on fait partie d'un même territoire, on fait partie d'un même pays, ça a été un élément nouveau dans les manifestations de 2024. Et je dirais non seulement l'élément national, cette identification à une nation, mais aussi cette conscience de classe qui a émergé, qui était déjà bien présente, parce que je vous ai pas parlé, mais le Kenya, on pourra peut-être en parler dans le débat si vous voulez, a une tradition de lutte importante, une conscience de classe, où ici vous avez des médecins, par exemple, qui se sont mis à faire grève devant l'un des hôpitaux publics de Nairobi. Tous les corps d'activité, les médecins, les journalistes, les travailleurs, ceux qui travaillaient dans les plantations, etc., se sont réunis, se sont mis à se parler. Et on luttait ensemble, et on sait très bien que la lutte renforce la conscience de classe dans un pays très faiblement industrialisé, où au final les gens se rencontrent peu sur leur lieu de travail. Alors, attendez. Il y a eu un événement majeur durant cette période, c'est le 21 juin. Les manifestants ont pris d'assaut le Parlement et le Sénat. Et vous voyez sur cette vidéo les manifestants entrés dans l'enceinte du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui sont au même endroit. Et en fait, tout autour, sur les bâtiments en hauteur, étaient positionnés des snipers qui ont tiré dans le tas, en fait. Et il y a 66 personnes qui sont mortes ce jour-là. Et c'est à la suite de cet événement que William Ruto a décidé de retirer son projet de loi de finances 2024 et de continuer à appliquer le projet de loi de finances 2023, pour lequel il y avait eu déjà des manifestations à l'époque. Donc ça, c'était les manifestations. Voilà, donc énormément de morts. Officiellement, il y a eu 66 morts lors de ces manifestations. Le Parti communiste kényan, lui, nous dit qu'il y en a eu plus de 400. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont disparu, qui ont été kidnappées, des gens dont on n'a pas retrouvé la trace, ou alors qu'on a retrouvé dans des bennes à ordures 3 jours après. Donc ça a été une séquence très 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 meurtrière. Ici vous voyez 2 membres du Parti communiste kényan, dont le secrétaire général, ici vous voyez, qui se font arrêter par la police. Il faut savoir que le Parti communiste du Kenya est très très actif dans ces mobilisations. Et ils sont ciblés par les forces de William Ruto à chaque manifestation. J'ai participé à une manifestation avec eux, c'était en août. Il y a 40 membres du Parti communiste kényan qui se sont fait arrêter. Il y en a qui se sont fait arrêter alors qu'ils étaient en train de rentrer chez eux. Il y a deux camarades femmes qui étaient sur le point de rentrer chez elles, et il y a 6 hommes en civil qui ont débarqué avec des armes, qui les ont mis dans leur voiture. C'était des voitures banalisées, c'était pas des voitures de police. Elles ont eu extrêmement peur parce qu'elles m'ont dit que dans ce cas-là, généralement, on ne les retrouvait jamais. Là, elles s'étaient retrouvées au poste de police. Et ce que fait le gouvernement kényan, c'est qu'il fait appel à des Ougandais, donc à des policiers ougandais pour venir lors des manifestations, pour qu'ils tirent dans la foule et pour qu'ils fassent peur à des gens, pour ensuite repartir en Ouganda. Ils ont aussi ce qu'ils appellent les goons. Les goons, c'est les chauffeurs de boda. Les bodas, c'est les taxis moto. Au Kenya, on se déplace beaucoup en taxi moto. Et donc le gouvernement kényan a constitué une petite armée de miliciens
à moto, qui en plus de la police s'en fout complètement, la police elle tape dans le tas, elle tire à balles réelles, donc en plus de la police, il y avait des bandes de miliciens qui apparaissaient dans les rues et qui massacraient en fait les manifestants. Donc, pour vous parler du Parti communiste kényan et de son rôle dans cette affaire, le Parti communiste kényan est un parti qui est relativement jeune parce qu'il a été officiellement créé en 2019. Le multipartisme a été introduit au Kenya en 1991. En 1991, il y a ce qui s'est appelé le Parti socialiste du Kenya, qui s'est créé. Il n'y avait pas de parti communiste, c'est le Parti socialiste du Kenya, mais qui avait une teinte très 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 rouge, on va dire. Et en 2019, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tellement rouges qu'ils allaient s'appeler le Parti communiste au lieu de s'appeler le Parti socialiste. Donc il est officiellement né en 2019 et il va subir en 2022 une scission parce qu'il y a les cadres dirigeants du Parti communiste kényan qui vont rejoindre la coalition de William Ruto, du président. Il a créé une coalition, il a fondé une coalition autour de lui pour accéder au pouvoir. Et donc il y a une partie, juste parce que on va dire que la soupe est bonne, pas pour des raisons idéologiques, qui ont rejoint la coalition gouvernementale, sans pour autant ni avoir de poste de député, ni avoir de poste de ministre, rien du tout. Donc en plus, ça servait à rien. Et donc, il y a une partie du Parti communiste kényan, les jeunes notamment, qui vont se reconstituer en Parti communiste du Kenya. Il y a deux partis communistes du Kenya à l'heure actuelle. Il y a ceux qui ont rejoint la coalition et il y a le vrai Parti communiste du Kenya qui est maintenant dont le secrétaire général Kinuthia, que vous voyez ici, va mettre en place une stratégie, déjà un discours de classe extrêmement fort. Ils vont faire quelque chose, ils vont avoir une action qui sera essentielle. C'est qu'au Kenya, il y a ce qu'on appelle les centres pour la justice sociale. Ce sont des associations, il y en a 48 dans le Kenya, un peu partout, notamment dans les villages ruraux ou alors dans les zones les plus pauvres des grandes agglomérations. Et en fait, ce sont des centres qui ont été créés non pas par le Parti communiste, mais par des militants, on va dire, par des militants associatifs, pour contrer l'influence des ONG dans ces territoires. Parce que les ONG dépolitisent la question économique, dépolitisent la question sociale, et donc ces centres de la justice vont être créés pour contrer, on va dire, le poids des ONG, pour apporter une réponse politique aux problèmes de manque d'accès à l'électricité, manque d'accès à l'eau, les problèmes aussi de violence policière. Et donc le Parti communiste kényan va complètement investir ces centres. Et ils vont donc avoir un rôle extrêmement important dans la politisation, notamment des classes les plus populaires. Ils vont aussi participer de manière très active, et je vais vous le montrer là, ici, à ce qu'on appelle les assemblées populaires. Les assemblées populaires. Bonsoir. Les assemblées populaires ou les assemblées des peuples, en fait, c'est des assemblées qui sont mises en place partout dans le Kenya depuis les années 90. En fait, c'est des gens qui se réunissent chaque semaine et qui débattent. Donc il y a un président d'assemblée qui distribue la parole, ça se passe en soirée généralement, et c'est vraiment un phénomène culturel extrêmement important au Kenya. Il y en a j'y suis allé, ils m'ont demandé de prendre la parole d'ailleurs dans une de ces assemblées, je ne savais pas trop quoi leur dire. Enfin. Et le Parti communiste kényan envoie à chaque fois ses membres dans ces assemblées pour propager une parole de classe, et notamment ce que dit Kinuthia ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
on a beaucoup plus en commun, moi un Kikuyu pauvre, vous un Luo pauvre, qu'à moi un Kikuyu pauvre avec un Kikuyu riche. Donc c'est un discours qui va être extrêmement développé. Ils vont aussi mettre en place ils vont réussir à former une coalition de 48 organisations, des syndicats, des associations et des partis politiques de gauche qui vont diriger idéologiquement et de manière aussi pratique. Donc, et c'est cette coalition qui va être, on va dire, le vecteur de la mobilisation des jeunes Kenyans dans la rue. Au début, au mois de juin, il y a eu, alors il dit jusqu'à 1 million de jeunes dans les rues de Nairobi, ce qui est absolument énorme. Il y a 4 millions d'habitants à Nairobi. Bon, ça c'était selon les syndicats, selon la police, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut imaginer avec les photos qu'il y avait en effet énormément de monde. Et donc au sein de cette coalition, ils ont mis en place une feuille de route avec un programme minimal et un programme maximal. Donc le programme maximal, c'est un programme, on va dire, qui cherche à instaurer le socialisme scientifique au Kenya. Le programme minimal, c'est celui-ci. Donc c'est un programme qui a été accepté par toutes les associations et par tous les syndicats au sein de cette coalition. Donc l'unité du peuple kényan menée par la classe ouvrière et primordiale constitue la garantie la plus solide du bien-être de chaque Kényan. Dénonciation et rejet des activités politiques et des partis politiques fondés sur l'ethnicité, donc ça c'est un élément extrêmement important, l'origine régionale, le genre ou les divisions religieuses, rejet de toute hégémonie ethnique et raciale, l'unité du Kenya comme fondement de toutes nos activités politiques, économiques et sociales nationales, l'égalité de tous les Kenyans dans chaque partie du Kenya égaux en dignité avec un droit égal aux ressources, qui est extrêmement important. La tâche urgente est d'assurer un changement démocratique national, établir une démocratie de la majorité contre la dictature de la minorité possédante, ce qui est le cas actuellement, et une coalition de partis politiques et d'organisations engagées dans le progrès de la classe ouvrière. Donc c'est un programme minimal, mais bon, quand même pas mal comme programme minimal. Hein. Si on pouvait avoir ça ici, ça serait pas mal. Donc voilà. La situ... Bon, pour finir, parce que je vais finir, je voudrais finir sur un point qui est important, parce qu'on a eu énormément d'échanges sur cette question-là, sur la question de l'internationalisme. C'est-à-dire que eux, les messages de solidarité, c'est important. C'est-à-dire c'est bon pour le moral, ils disent, au moins on a l'impression de ne pas être seul quoi, dans la lutte. Mais à un moment donné, se lancer des messages de solidarité à la tête de chacun, c'est pas suffisant. Et dans le monde de plus en plus interconnecté dans lequel on vit, en fait, nos luttes sont connectées aussi. Et donc, le Parti communiste du Kenya, et ça m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, notamment à un moment où on a eu une table ronde et il y avait un camarade du Parti communiste sud-africain qui était là aussi. Et donc les Kenyans et les Sud-Africains parlaient, et déjà ils ont énormément de mal à créer un réseau de solidarité en Afrique entre les partis communistes africains eux-mêmes. Ils disaient mais on doit se rassembler, etc. Blablabla. Et moi je leur dis mais vous savez, il y a aussi les partis communistes européens qui sont là. Je veux dire, en tant que communistes, habitant dans des pays impérialistes, on a un rôle particulier à jouer. Et ils n'y avaient même pas pensé au final. Ils n'y avaient même pas pensé. Et on a ensuite évoqué une question qui est importante, et c'est la preuve qu'au final on a peu de liens, on a peu de contacts. C'est la question de savoir, dans un premier temps, est-ce que la colonisation a bénéficié à la classe ouvrière française et européenne? Ça, c'était pas une question qui était résolue pour eux. Et donc forcément, si un travailleur français n'a pas d'intérêt commun avec un travailleur kényan, la lutte en commun va être difficile. Donc c'était une question après je leur ai dit que
la colonisation avait permis la révolution industrielle en France, qui avait permis la création d'une classe ouvrière, et que les droits qu'on avait conquis en France, on les a conquis avec la lutte. Heureusement qu'il y avait la lutte, sinon on aurait été mis en esclavage aussi. Donc il y a ce rapport dialectique de la colonisation. Et donc il y a ce débat extrêmement intéressant qui s'est engagé, et ensuite un débat sur à quoi pourrait ressembler un internationalisme d'action, quelque chose de concret, créer des passerelles entre les différents pays, entre les différentes luttes. Ils ont donné un exemple qui est intéressant et qui concerne l'Allemagne, avec un truc qui est en train de se mettre en place récemment, qui est en train de se mettre en place en ce moment, pardon. Il y a un accord entre l'Allemagne et le Kenya qui va permettre aux Kenyans qualifiés d'aller travailler en Allemagne et d'avoir une facilité de visa. En échange, le Kenya va reprendre tous les Kenyans en Allemagne que les Allemands ne veulent pas, et les Allemands vont pouvoir investir au Kenya avec des exonérations de taxes. Donc là, ils disent, mais là, il y a une lutte il peut y avoir une lutte en commun entre nos mouvements révolutionnaires et les mouvements révolutionnaires allemands. Et c'est ce genre de passerelle qu'il faut chercher à créer. Avoir une solidarité active. Et on en a, je veux dire, c'est pas les luttes qui manquent. En France, on a le phénomène des délocalisations qui sont intimement liées à l'impérialisme. On a, il y a un autre sujet qui est, par exemple, la question du nucléaire. Et la question de l'uranium, par exemple. On importait 30% de notre uranium du Niger. Et comme la France a eu une action de domination pendant des années à l'égard du Niger, forcément, quand je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui arrive au pouvoir au Niger, mais quand il y a un régime un peu dictatorial qui arrive au Niger et qui disent aux Français, bon, bah, vous nous avez dominés pendant des années, maintenant vous dégagez, on se retrouve un peu con, quoi, parce qu'il y a 30% de notre uranium qu'on perd. Alors maintenant, on va chercher notre uranium en Niger. Donc, ce manque de développement harmonieux, on va dire, pose un énorme problème, et bien évidemment, un des problèmes auxquels on va être confronté, c'est les vagues de migration, dont la cause principale et première, c'est l'impérialisme de nos propres pays. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important aussi, sur lequel il faut qu'on réfléchisse, et sur la cause de ces vagues migratoires. Et donc voilà quelques sujets qu'on a abordés. Et donc voilà, je m'arrête là. Merci.